développement social au Québec. Un balado à découvrir du RQDS. Allô Pamela, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Numéro 1, on est toujours dans la belle région de la Montérégie pour ce nouvel épisode du balado Récits de rencontre. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'important dans le RQDS. Oui, on a la chance d'être avec le président du RQDS aujourd'hui. Comment vas-tu? J'espère que je vais bien prononcer ton nom. Fimba Tankwano. Je vais très bien. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, David et Pamela. Merci. Merci de te prêter au jeu de la discussion. Ça me fait plaisir. Pour commencer, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, ton parcours, puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es avec nous, puis tu viens nous parler de ce qui se passe dans votre coin en développement social? Ben, ça peut être une longue histoire. On a le temps. Je vais essayer de vous la résumer. En commençant, mon nom, c'est Fimba Tankwano. Et Fimba, dans ma langue maternelle, qui est le Gurman Shema, ça signifie « aide-les à se développer ». Donc, depuis que je suis jeune... C'est comme prédestiné. C'est comme prédestiné que je dois me retrouver dans des organisations qui travaillent pour le développement social. Et j'ai commencé à m'impliquer depuis mon secondaire, dans le fond, à l'école de ma province où j'étais. C'était une école publique. Et on a commencé là des mouvements jeunesse pour sensibiliser les jeunes sur les questions de santé, sexualité des adolescents et jeunes. Et c'est comme ça que j'ai piqué la piqûre, en fait, de travailler dans le social. Puis, ça a guidé mon parcours académique parce que quand je suis arrivé à l'université, j'ai choisi de faire une branche de psychologie sociale. Et donc, je suis un diplômé de l'Université de Ouagadougou en psychologie sociale. Ça, c'est dans quel, mettons que je suis pas très bon en géographie, là? C'est au Burkina Faso. OK. Afrique de l'Ouest. Donc, quand je suis arrivé au Québec en 2008, c'est naturellement que je me suis intéressé d'abord et avant tout aux organisations, aux OBNL dans le fond. Puis, je me suis impliqué, en fait, j'ai eu la chance de m'impliquer dans un centre d'action bénévole dans l'Est de Montréal. Et j'étais chargé de projet sur un projet qui visait à susciter la participation des personnes issues de l'immigration dans les activités bénévoles. Donc, naturellement, c'était un champ de compétences que je connaissais puisque j'avais déjà occupé des fonctions dans des réseaux africains en tant que chargé de programme participation citoyenne auprès des jeunes. Donc, en arrivant ici, c'est comme si je retombais dans ce que j'avais l'habitude de faire. Et quelques mois plus tard, la directrice, en son temps, me proposait de devenir agent de développement. Et ça m'a fait sourire parce que je me disais, tiens donc, Fimba, agent de développement, mais ça sonne bien. Et il y avait un programme d'études à Victoriaville. C'était mobilisation et développement des communautés locales qui est offert à Victoriaville avec Communagir. Qui existe toujours. Qui existe toujours et d'ailleurs que on invite toutes les personnes qui commencent dans le développement social de prendre cette formation parce que c'est très intéressant. Oui, mais je viens de terminer, je vais avoir mon diplôme en octobre, les cours sont finis. Et oui, c'est vrai, c'est vraiment un cours que je recommande. Moi, j'ai beaucoup appris avec ça. Puis j'ai aussi pu échanger avec des gens qui travaillent dans le même milieu mais qui ont des postes totalement différents, fait que ça a été hyper pertinent là, pour moi. Absolument, pour moi aussi parce que le poste d'agent de développement, c'était nouveau. Il fallait comprendre comment évoluer dans un environnement de partenariat, de concertation et quelles sont les techniques qu'il fallait utiliser pour mobiliser, animer des groupes, faire des portraits stratégiques, faire des plans d'action et tout ça. Donc, ce cours a été vraiment très bénéfique. Puis, j'ai passé quelques années comme ça en tant qu'agent de développement dans l'Est de Montréal. Puis, quelques années plus tard, il y a eu à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec une ouverture de poste à la direction générale et j'ai appliqué. Et j'ai eu le poste. Donc, je devenais DG de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec en 2012. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre tout ce qui était les organismes provinciaux sur l'échiquier québécois, comment ça fonctionnait les relations gouvernementales, comment on faisait le plaidoyer, la négociation de pas mal de programmes sociaux dans le fond, parce que les centres d'action bénévole étaient des organismes qui touchent un peu à tout dans leur territoire et
dans certaines régions, le Centre d'action bénévole est vraiment l'organisation qui est centrale dans le fond de la communauté. Et c'était important pour moi de comprendre comment ça fonctionnait. Alors, je suis retourné à l'université faire un diplôme de second cycle en gestion des entreprises sociales et collectives parce que je voulais mieux comprendre comment je pouvais utiliser ma fonction de DG de la fédération pour faire rayonner davantage les organismes, les centres d'action bénévole. Et ça m'a ouvert, bien sûr, d'autres portes là, avec d'autres organisations avec lesquelles j'ai eu à travailler, soit sur des conseils d'administration ou encore des comités de travail au niveau provincial. Puis, quelques années plus tard, je me suis retrouvé à la Direction générale de concertation Horizon, je veux dire en 2020, que je suis arrivé à la Direction générale de concertation Horizon. Mais entre ça, j'ai aussi fait un MBA en conseil et management parce que j'avais besoin de me donner tous les outils nécessaires pour accompagner les différentes directions générales. Parce que quand tu es responsable d'une organisation provinciale, ben, tu accompagnes un conseil d'administration. Mais il y a aussi les directions générales qui te demandent beaucoup au niveau de conseil de gestion. Et je trouvais qu'un MBA en management, ça pourrait aider à donner plus des conseils beaucoup plus professionnels aux différentes directions générales. Il faut dire qu'à la fédération, j'avais quand même 115 directions générales que je devais coordonner. Donc, c'est sûr que ça a aidé beaucoup. Mais tout ce bagage me permet aujourd'hui, à Concertation Horizon, de mettre à profit mes compétences là pour le développement social de façon globale. Et dernièrement, je suis maintenant à la présidence du RQDS. Je suis très, très, très fier d'être là parce que c'est un réseau important. Puis le travail qu'il y a à faire là va bénéficier à l'ensemble des membres. Des démarches, exact, des démarches régionales des membres du RQDS. Par ricochet à leur communauté. Absolument. Juste parce que moi je le sais, mais mettons que les gens ne le savent pas. Concertation Horizon est dans la Montérégie Ouest. Oui. Donc, tu es arrivé en Montérégie Ouest en 2020. Oui, absolument, en pleine pandémie. Donc, la Montérégie est divisée en 3 sous-régions pour ceux qui ne le savent pas. Donc, vous avez l'Est de la Montérégie, vous avez l'agglomération de Longueuil, puis vous avez l'Ouest de la Montérégie qui regroupe 5 MRC. Donc, la MRC de Roussillon, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la MRC du Haut-Saint-Laurent, la MRC de Jardin-de-Napierville et la MRC de Beauharnois-Salaberry. C'est environ 1,5 million d'habitants. 66 municipalités au total que nous desservons. Donc, le territoire est vaste quand même parce que rien que dans l'ouest de la Montérégie, des fois qu'on organise des événements, il y a des gens qui doivent se déplacer 1 heure de temps à l'intérieur de cette sous-région. Donc, vous comprenez l'étendue de... Elle est vaste en termes géographiques et j'imagine aussi multiple au niveau il doit y avoir autant du très urbain comme du plus agricole, puis toutes les variations entre les deux, genre. Absolument. Ben, vous avez des zones qui sont agricoles et rurales. Vous avez des zones qui sont semi-urbaines, puis vous avez des zones qui sont plus urbaines à l'intérieur de la même sous-région. Vous avez une partie qui se retrouve dans la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ça complexifie encore le travail à l'intérieur des différents territoires parce que certains programmes sont gérés par la CNM, puis d'autres non. Puis donc, comment on s'assure que toutes les municipalités peuvent parler d'une même voix ou s'entendre sur des programmes, c'est beaucoup plus complexe que d'avoir un territoire qui est unifié dans le fond. Mais ça, c'est la particularité du défi, mais c'est un défi intéressant. Il faut arriver à transcender cela et à déposer sur la table des projets qui font consensus. Et puis, à partir de cet instant, les mécanismes, on les travaille ensemble. Puis peut-être avant juste de passer à la concertation en soi, j'ai une petite question sur ton parcours. Est-ce qu'au niveau scolaire, c'est quelque chose que tu recommanderais, les cours que tu as faits? Donc, l'université puis le MBA, est-ce que tu trouves que... Tu sais, des fois, il n'y a pas, on dirait, un parcours typique pour se rendre dans cette profession-là. Absolument pas. Ben, si tu es dans le développement social, ben, il y a plein de branches universitaires que tu peux faire ou même collégiales que tu peux faire pour arriver là. Moi, c'était un parcours couplé aussi avec la gestion. Donc, j'étais pas juste dans le développement social, mais j'avais aussi de la gestion à faire. Donc, ça me permettait d'avoir des compétences diversifiées à ce niveau-là. Je suis
je peux jouer le rôle d'un agent de développement comme je peux jouer le rôle d'une direction générale actuellement. Je suis polyvalent dans les deux. Donc, ça fait que c'est intéressant parce que quand tu tombes dans les petites organisations où on n'a pas beaucoup de ressources humaines, ben, il faut être capable de tout faire. Et arrivé à Concertation Horizon, j'étais tout seul. Donc, j'étais en même temps l'agent de mobilisation, l'agent de développement, le chargé de projet, le directeur général. Donc, avoir un bagage diversifié, ben, ça me permettait de naviguer là-dedans. Je ne sentais pas l'angoisse que quelqu'un pourrait ressentir s'il n'avait pas tout ce bagage-là, par exemple. Donc, oui, ça peut être intéressant, mais c'est pas obligatoire. Super. Puis là, vous êtes combien maintenant? Là, on est rendu une équipe de 4 permanents. Puis, on a une chargée de projet qui est avec nous. Donc, ça fait un total de 5 personnes qui travaillons au quotidien en Concertation Horizon. Oh. Donc, tu parles de Concertation Horizon, tu sais qu'il y a un autre nom qui est vraiment plus long, là, puis est-ce que tu peux peut-être nous parler de pourquoi ça s'appelle Concertation Horizon, d'où est-ce que ça provient? Absolument. Ben, il faut savoir que Concertation Horizon est née en 2016 d'une volonté politique vraiment de la sous-région de maintenir un cadre de concertation pour tous les acteurs du milieu. Et donc, c'est parti de la volonté d'un préfet, en fait, qui était, c'est feu Paul Viau, qui était le préfet de la MRC de Jardin de Napierville, qui en 2016 a pris son bâton de pèlerin en disant, ben, notre région, là, ça nous prend une structure de concertation parce que on en a besoin, puis on a besoin de continuer à fonctionner en concertation. Donc, il est parti avec sa conviction que un organisme comme ça pourrait servir la sous-région. Il a essayé de convaincre les autres préfets, des autres MRC, et puis finalement, ils ont embarqué, puis ils ont eu le soutien aussi de la Fondation Chagnon, qui a permis de lancer l'organisme. Et donc, à la création, l'organisme s'appelait Concertation régionale intégrée en développement social et réussite éducative. Bon, c'est très long. Ça prend du souffle, là? Ça prend du souffle. Et si on faisait un acronyme, ça va pas être si beau que ça, l'acronyme non plus. Donc, ils ont décidé à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on peut appeler cet organisme-là. Puis, le nom est venu du fait que les acteurs provenaient d'un peu partout, puis exact. Les acteurs provenaient de différents horizons. Wow. Et donc, ils ont décidé de l'appeler Concertation Horizon. Et ce nom a été rajouté par après dans le registre des entreprises du Québec. Donc, ce qui nous permet d'utiliser soit l'un, soit l'autre. Est-ce que c'est une réponse à la fin des CRI en 2015, l'acte de foi de M. Viau? Oui, absolument. Quand les CRI ont été abolis, bien évidemment, les régions se retrouvaient sans concertation pour celles qui n'avaient pas de concertation avant. Donc, parce que les CRI jouaient ce rôle-là et ça fonctionnait très bien. Donc, effectivement, avec l'abolition des CRI, il y a un vide qui s'est installé. Puis, M. Viau a participé beaucoup à la CRI. D'ailleurs, c'est lui qui, si je ne m'abuse, qui a processé la liquidation, la fermeture, en fait, de la CRI. Donc, c'est quelqu'un qui était beaucoup impliqué, donc connaissait les retombées d'une concertation et donc il croyait fortement. C'est ce qui a permis d'ailleurs de mobiliser les autres parce que maintenant, toutes les 5 MRC sont dans la concertation. Nous avons quasiment tous les acteurs chez nous sont là. On a la santé, services sociaux, santé publique, on a le milieu scolaire et le milieu scolaire primaire et collégial, là. On a le secteur de l'employabilité avec le MTSS, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité. On a le milieu communautaire qui est représenté par les CDC, bien évidemment. On a également le milieu municipal, évidemment, est présent à ce niveau-là. Et puis, on a aussi des thématiques spécifiques. C'est ce qui est intéressant parce que dans notre structure, on a essayé d'aller chercher des organisations qui portent des enjeux spécifiques comme la petite enfance, l'immigration, les personnes aînées, les personnes vivant avec un handicap, les communautés anglophones aussi. Puis on a même prévu dans notre cadre de gouvernance d'avoir une place pour les communautés autochtones aussi parce que vous savez que nous avons 2 communautés autochtones qui sont sur notre territoire. Donc ça fait qu'on a prévu ça aussi dans notre structure de gouvernance.
pour être le plus représentatif de votre communauté, finalement. Absolument, et d'être le plus représentatif de la communauté, surtout de donner la place à chacune des communautés de pouvoir participer à l'édification des projets, des programmes, des initiatives qui ont cours sur le territoire. Et donc, oui, on a prévu tout cet espace-là. On a comme une table des partenaires qui regroupe environ entre 25 et 28 personnes. Donc, quand on fait nos réunions, c'est des grosses réunions. C'est grosses réunions. Oui. Mais, fait que, t'en as nommé plusieurs, j'imagine que c'est, en parlant de l'MRC, le scolaire, le municipal, on fait le tour des partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires que t'as pas nommés qui font partie du 25-28? Loisirs et sport, que j'ai peut-être omis de notifier. Loisirs et sport, effectivement, fait partie aussi. Puis, on a certaines fondations aussi qui sont là comme à titre d'observateur, tout simplement. Mais on aime là qu'ils soient là aux rencontres de la table des partenaires parce que ça leur permet de voir comment on discute des enjeux puis qu'est-ce qu'on prend comme décision à ce niveau-là. Aussi, où vont leur argent. On a la Fondation Chagnon, puis on a les Centraides. On a Centraide du Grand Montréal, puis Centraide de Sud-Ouest qui siègent aussi à la table des partenaires. Oui. C'est quoi présentement vos gros dossiers ou les enjeux, les chantiers sur lesquels vous travaillez? Bon. Alors, Concertation Horizon, on a 7 priorités qu'on a définies en 2019, qu'on appelle chez nous les enjeux fédérateurs. Pourquoi les enjeux fédérateurs? Parce que chacune des 5 MRC, ce qui est intéressant, c'est que chacune des 5 MRC travaillait déjà soit sur une politique ou un plan en développement social. Et donc, quand on a parti l'organisation, l'idée, c'était de dire, OK, comment on s'entend pour travailler sur des enjeux qui dépassent la capacité d'agir seul? Donc, il fallait déterminer, parce qu'il y a plusieurs, en développement social, il y en a beaucoup. On ne peut pas travailler sur tout en même temps. Donc, on est parti de ce dialogue-là entre les différents MRC, puis on a déterminé 7 enjeux qu'on appelle les enjeux fédérateurs. Donc, vous avez la réussite éducative et sociale, vous avez le logement abordable et le logement social et abordable, transport collectif et abordable, sécurité alimentaire, en fait, on l'appelle santé et sécurité alimentaire. Et vous avez la question de la réduction des inégalités sociales et économiques, le renforcement de l'action collective et communautaire et l'accessibilité des services. Ça fait les 7 enjeux fédérateurs. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc, comment est-ce qu'on opérationnalise tous ces enjeux-là sur un territoire? En 2020, on a discuté avec le conseil d'administration, après mon arrivée, de la mise en place de 5 communautés de pratique qui vont devenir des espaces où les acteurs qui sont experts de l'un ou l'autre des thèmes ou des enjeux qui sont identifiés vont pouvoir mettre en commun leur savoir, développer leurs compétences, mais aussi travailler à l'identification d'initiatives qui pourraient répondre aux différentes problématiques qui seraient identifiées sous ces enjeux-là. Donc, les 5 communautés de pratique regroupe une communauté de pratique en réussite éducative et sociale, une communauté de pratique en santé et sécurité alimentaire, une communauté de pratique en transport collectif et abordable, une communauté de pratique en logement social et abordable. Et vous avez une communauté de pratique qui regroupe les 3 autres enjeux qui sont transversaux, en fait, des autres enjeux. Donc, c'est l'accessibilité des services, la réduction des inégalités sociales et économiques et, bien sûr, le renforcement de l'action collective. Sur ces communautés de pratique, c'est environ 70 personnes qui sont mobilisées. Donc, 70 acteurs provenant de différentes organisations et des différents secteurs qui sont là-dessus. Donc, c'est comme si on a des mini tables des partenaires pour chacun des enjeux. Ce qui permet qu'on a des discussions qui sont très techniques à l'intérieur de ces communautés de pratique-là. Et on rajoute, bien sûr, la possibilité d'avoir des consultants, des firmes conseils qui accompagnent les communautés de pratique dans leur réflexion, dans le travail qu'ils sont en train de faire, parce que on a un livrable qu'on veut atteindre, c'est d'être capable d'identifier des plans ou une stratégie sous-régionale, en fait, pour chacun des enjeux, qu'on va pouvoir par la suite mettre en commun pour avoir un plan
sous-régional, Action. un plan d'action pour les 7 enjeux fédérateurs, et on veut s'assurer que ça vienne d'un processus en fait du bas vers le haut qui permet aux acteurs que ce soit eux-mêmes qui ont discuté des enjeux, que ce soit eux-mêmes qui ont identifié les problématiques, qui sont eux-mêmes qui ont identifié les réponses qu'ils voulaient apporter à ces problématiques, et que ce soit eux-mêmes qui ont transformé ces solutions-là en initiatives, en projets. Et à partir de cet instant, ce serait eux-mêmes qui lèveraient la main aussi pour être porteurs de l'un ou l'autre des projets ou l'une ou l'autre des initiatives qui seraient contenues dans le plan, ce qui nous permettrait à la fin d'avoir un plan qui non seulement est clair pour l'ensemble des partenaires, mais en même temps qu'on sait déjà qui est porteur de quoi à l'intérieur, puis il nous restera juste la portion de mobilisation des ressources financières pour le mettre en œuvre. Puis cette approche-là, à mon sens, permet aussi de faire en sorte que c'est des actions où les membres sont déjà intégrés dans le processus. C'est pas genre, OK, on a pensé à des très bonnes idées, maintenant, on va essayer de vous intégrer dans le projet pour le rendre vivant là. Quand les partenaires s'assoient puis que c'est eux qui, au final, trouvent d'abord les problèmes puis les solutions. Absolument. C'est qu'ils sont déjà engagés dans la réalisation de ces 10 projets. Absolument. C'était ça l'intention de départ, en se disant, en faisant un travail de co-création collective, on arrive à la fin avec un résultat qui est déjà partagé avec l'ensemble des partenaires. Et donc, même dans la mise en œuvre, on aura moins de problèmes parce que les gens auraient déjà suivi tout le processus et se seraient identifiés comme porteurs. Et comme nous avons un principe de travail comment on appelle ça, le principe de concertation, de projet concerté, tous les 5 communautés de pratique sont déjà organisées comme ça. Donc, les initiatives qui sortent là vont être déjà des initiatives concertées et les acteurs porteurs vont être identifiés, les collaborateurs vont être identifiés, puis l'apport de tout un chacun va se négocier maintenant dans la réalisation des différents projets. Ça permet de s'assurer que chaque territoire de MRC aussi est bien représenté, est bien couvert aussi, parce qu'il faut savoir que dans l'ouest de la Montérégie, on a cette chance-là que les 5 MRC ont décidé, je vais prendre le cas de l'Alliance, les fonds de l'Alliance pour la solidarité, ils ont décidé de faire un panier commun. Au lieu de se partager l'argent en 5, ils ont décidé de garder l'argent dans un panier commun, de confier à Concertation Horizon le déploiement du fonds, sans tenir compte de combien d'argent doit aller dans quel MRC. Donc, nous, on n'a pas cette contrainte-là de dire les fonds doivent être splittés par tête de pourcentage de population. C'est des projets concertés. Puis s'il y a un besoin, on finance le besoin, peu importe où il se situe. On n'a pas besoin que ça soit inter-MRC. Ça peut être dans une seule MRC que le besoin est là, mais il faut que ça soit un projet concerté. C'est juste ça. L'un des principes forts, c'est ça, que ça soit un projet concerté. Bien sûr, on a d'autres principes aussi qui balisent le fond, mais juste pour vous expliquer que cette volonté-là de mettre en commun existe déjà et on l'a déjà matérialisé parce qu'il y a quand même un fonds de 2,5 millions que les MRC ont accepté de laisser aller dans la gestion comme ça. Je trouve ça vraiment inspirant comme modèle. J'étais pas au courant, mais pour l'adhésion, je pense que c'est la meilleure. En tout cas, c'est une très, très bonne formule. Là. On voit que ça fonctionne pour vous. Ça fonctionne très bien parce que on a réussi à avoir tous les projets et on a dépensé tous les fonds. Il n'y a plus aucun fonds qui reste dans cette enveloppe-là. Donc, ça veut dire que la stratégie qui a été mise en place a bien fonctionné. Vraiment. Et l'avantage de cette stratégie-là, c'est qu'il n'y a pas de projet de frustration dans le fond parce que c'est pas un appel à projet qui met en concurrence des organisations. C'est des projets concertés. Donc, on s'assoit ensemble, on réfléchit, puis on essaye de trouver la meilleure solution possible. On la transforme en initiative ou en projet, on la dépose. Puis, les communautés de pratique sont là aussi pour accompagner les promoteurs parce que pour chaque initiative qui est développée, ça peut développer, un organisme peut avoir l'idée toute seule là, on pourrait faire ça, mais par après, on va l'envoyer dans la communauté de pratique parce que là, il y a une diversité d'acteurs qui sont là, qui peuvent regarder le projet, peuvent dire, OK, ça c'est vraiment un projet intéressant, puis on pourrait lui donner des conseils pour rendre ça encore plus, que le rayonnement soit beaucoup plus grand, parce que souvent, il y a des projets qui arrivent, puis que le rayonnement est peut-être sur une MRC, mais en regardant ça en communauté de pratique, on se rend compte qu'il y a un besoin similaire dans la MRC X. On déploie le projet dans les 2 MRC et non pas dans une seule MRC. Est-ce que
le début du projet a été facile dans la réalisation de ça? Est-ce qu'il y a eu des enjeux de chicane de clocher ou... Ben, honnêtement, non. Facile, ce serait Un mensonge? aussi. Ok. Voilà. Le défi, c'est la mobilisation des partenaires. Et l'autre défi, c'est le mandat que tu donnes aux partenaires que tu mobilises. Faut dire que l'Ouest de la Montérégie, on a la chance d'avoir des agents de développement territoriaux qui avaient été recrutés par les 5 MRC. Et il y en avait des MRC qui avaient toujours leur agent de développement en fonction. Et dans la stratégie, la mise en place des communautés de pratique, on a, au niveau de concertation Horizon, on a prévu que ce soit les agents de développement des 5 MRC qui soient les animateurs des communautés de pratique. Pourquoi? Parce que ils animaient déjà des tables de concertation au niveau supralocal des MRC, donc les comités territoriaux. Donc les acteurs, ben, ils les connaissent déjà sur chacun leur territoire. Donc, pour former les communautés de pratique, on a fait appel à eux. Vu qu'ils sont les animateurs, on les a demandé de nous accompagner à identifier pour chaque thématique quel acteur de son territoire devrait être impliqué. Une fois qu'on les a identifiés, mais vu que vous travaillez déjà avec eux, pouvez-vous les appeler pour les inviter à siéger à une ou l'autre des communautés de pratique. Parallèlement, nous, à l'équipe, on a développé le cadre de référence, les termes de référence, dans le fond, pour les communautés de pratique qui définissent clairement c'est quoi le mandat qui est prévu dans les communautés de pratique et la composition des communautés de pratique, ça prendrait qui autour de la table, et aussi le modèle de collaboration qui serait mené dans les communautés de pratique. Nous, on a choisi les 6 phases de co-création comme technique d'animation et de la démarche. Donc, ce qui faisait que c'était suffisamment clair pour les acteurs. Ils savaient qu'ils arrivaient dans une communauté de pratique, il y avait une organisation déjà établie, il y avait un animateur qui était identifié, et nous, à Concertation Horizon, on a recruté une personne responsable de la mobilisation qui est de l'animation des communautés de pratique, qui est notre coordinatrice, elle s'appelle Isabelle Lapointe, et elle s'occupe de la coordination de tout ce qui se fait dans les communautés de pratique. Donc, pour vous donner une caricature, moi je dis toujours que Concertation Horizon est un véhicule, et c'est un véhicule de covoiturage. Mais pour que le véhicule de covoiturage fonctionne bien, ben, ça prend un bon pilote, donc quelqu'un qui conduit, mais ça prend aussi toute la révision technique du véhicule pour s'assurer que le véhicule respecte toutes les normes, que bon, il y a toujours du carburant et puis tout ce qu'il faut ou l'électricité branchée. Ça dépend de quel type de véhicule qu'on a maintenant. Maintenant, on a l'électrique, donc ça peut être tout ça. Et donc, nous, à Concertation Horizon, l'équipe, c'est ça qu'on joue. On s'assure que le véhicule fonctionne. Maintenant, les acteurs, eux, prennent place dans le véhicule et décident collectivement de la destination et du trajet pour arriver à cette destination-là. Donc, on s'assure que sur le trajet, ben, tout ce qui arrive comme pépin et difficulté, ben, l'équipe de CH s'en occupe et eux, ils continuent leur réflexion à l'intérieur du véhicule. C'est comme ça qu'on fonctionne pour les communautés de pratique. Donc, ça fait que c'est pas lourd pour les membres des communautés de pratique parce que on leur donne pas des devoirs externes trop importants. Les devoirs sont discutés ensemble et après, nous, à l'équipe de CH, on s'en occupe, soit par nous-mêmes ou soit par des professionnels qu'on recrute là pour travailler sur ces questions-là de façon parallèle. Pour que ça aille vite aussi, parce qu'on a quand même un souci de temps. On a jusqu'en fin 2023 pour avoir notre stratégie globale terminée. On avait même décidé de le faire en mars 2023. On a repoussé un peu le délai parce que les membres des communautés de pratique nous ont demandé de ralentir le rythme, parce que le rythme était beaucoup trop soutenant. Preuve aussi que nous avons inclus dès le départ une démarche d'évaluation de notre pratique. Et nous avons eu la chance d'avoir un accompagnement de Dynamo, qui est financé par Centraide du Grand Montréal. Et donc, on a des boucles de rétroaction, des boucles d'apprentissage dans le fond, dans chacune des communautés de pratique. Et la première boucle qu'on a faite nous a permis, c'est dans le mois d'avril-mai, nous a permis de savoir que on avait déjà trop de projets en cours et que les membres des communautés de pratique trouvaient que le rythme était trop
rapide. Il fallait ralentir le rythme pour leur permettre de s'approprier toute la quantité d'informations que nous avions colligées sur le territoire pour leur permettre de repartir sur des propositions d'initiatives, de projets ou même d'autres activités dans les différents territoires du MRC, par exemple. Donc, ça fait qu'on a négocié avec les partenaires aussi, les bailleurs de fonds aussi, un délai supplémentaire pour permettre parce qu'il faut écouter les acteurs. Un des secrets de la concertation, c'est ça. Si tu veux aller plus vite que les acteurs, ben, ils te lâchent. Ouais. Absolument. Ça va tellement les démobiliser. Hein. Absolument. Puis, la concertation, la barre de ça, c'est la mobilisation des gens. Là. Absolument. Donc, moi, j'ai une petite question. Oui. Outre, c'est comme si c'était pas suffisant. Là, donc, les communautés pratiques mises en place sont déjà formidables. Oui, vraiment. Absolument. Mais est-ce qu'il y a d'autres... parce que j'imagine que Concertation Horizon n'est pas que ces communautés pratiques. Tu nous parlais de ce que ça implique Oui. de plus? Bien sûr, avec plaisir. On a la première des choses qu'on a faites, ça va toujours dans notre volonté de impliquer non seulement les acteurs, mais on veut impliquer aussi les citoyens, la communauté. On a fait le lancement d'une plateforme qui s'appelle Reflex DS, DS pour développement social. Donc, on veut créer le Reflex développement social pour l'ensemble du territoire de la Montérégie. Et c'est une plateforme en ligne que nous avons créée. C'est une plateforme de consultation, en fait, collaborative qui existe. Donc, quand vous tapez reflexds.ca, vous avez accès à la plateforme où toutes les communautés de pratique y sont et où on peut voir les travaux des communautés de pratique quasiment en temps réel. Wow. Parce que les gens, notre chargé de communication, par exemple, Roua Saadi, va s'occuper de mettre les informations à jour sur ce site-là, ce qui permet à n'importe quel citoyen qui veut suivre qu'est-ce qui se passe dans les communautés de pratique, il va sur ReflexDS, il va le voir par thématique. Et c'est un outil aussi interactif. Donc, les gens peuvent déposer des commentaires directs dans l'outil. Et nous, on reçoit ces commentaires-là et on est capable d'y répondre. Des acteurs peuvent faire des propositions de projets. On a une carte interactive aussi qui est là-dessus. Donc, on peut même pointer sur la carte un endroit bien précis de la Montérégie-Ouest, puis mettre une petite note de ce qui se passe là. Si on a besoin, s'il y a une problématique ou on veut une initiative comparable, on le met là. Donc, ReflexDS a été lancé. C'est comme excuse-moi, oui, vas-y. C'est comme une grosse boîte à suggestions. Absolument. Mais de façon numérique. De façon numérique. Puis, en même temps, c'est comme une boîte d'informations aussi, parce qu'on vous laisse dire comment on s'assure que tous les acteurs, avec tout ce qu'on est en train de développer, ils ont l'information rapidement et de façon organisée. Et que nous-mêmes, par après, on est comme un archivage de tout ce qui a été fait. Un site Internet, oui, c'est intéressant, mais avoir une plateforme dédiée et qu'on l'a appelée ReflexDS, c'est encore mieux parce qu'on se dit, quand tu penses développement social, va sur ReflexDS, logiquement, tu dois trouver toutes les informations qui sont pertinentes pour toi sur le territoire de l'Ouest de la Montérégie. Et on travaille actuellement à faire la promotion de cet outil-là. Ça fonctionne relativement bien parce que, c'est un nouvel outil aussi, donc il faut laisser le temps à l'outil de pouvoir s'implanter, mais on travaille là-dessus puis ça donne des bons résultats. Par ailleurs, dans les communautés de pratique, il y a beaucoup de projets qui sont déjà en cours. On avait, à l'intention de départ, c'était de dire, on va réfléchir sur des problématiques, puis on va faire émerger des projets qu'on va organiser dans un plan. Sauf que dans la réalité, c'est pas comme ça fonctionne. Pendant qu'on réfléchit, on part des projets en même temps. Et il faut pas briser l'élan des acteurs à ce moment-là en disant c'est intéressant, mais on va le documenter, mettre dans un plan, puis après on va lancer le plan. Donc depuis le départ, on avait ce souci-là, puis on avait déjà dit ça aux partenaires. Ça se pourrait que on n'attende pas la fin du processus pour partir des projets. On va partir des projets probablement pendant le processus, mais tous ces projets-là vont contribuer au grand projet final et on va quand même les documenter de toutes les façons. Et ça fait qu'actuellement, on a comme 8 projets qui sont en cours, qui ont émergé des communautés de pratique qui sont en cours. En réussite éducative et sociale, nous avons un projet de recension des initiatives en réussite éducative et sociale dans l'ouest de la Montérégie, des projets concertés, des projets intramuraux, des projets qui touchent différents aspects à l'intérieur de la réussite éducative et sociale.
sociale. Et cette recension a déjà été faite, a déjà été complétée. Il y a plus de 80 initiatives effectivement qui ont été recensées. Et pendant qu'on faisait ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait créer un outil qui génère des fiches de projet en fonction de l'information que nous avons recueillie sur le terrain. Donc, on a décidé de le faire. Et dans quelques mois, là, on va être capable de lancer cet outil-là aussi qui va permettre aux acteurs qui s'intéressent à la question de réussite éducative de cliquer sur des filtres, en fait, et ça va les générer des fiches de projet. Donc, tu veux te lancer, tu veux avoir des idées de projet, tu vas là, tu mets tes critères, puis ça te fait sortir des idées de projet qui ont déjà existé, puis que tu peux facilement maintenant le mettre au goût du jour et lancer ce projet sur ton territoire. Donc ça, c'est en train d'être fait en réussite éducative et sociale, indépendamment du grand plan qui est en train de se bâtir. Transport collectif et abordable, on est parti sur un grand chantier qui est une étude sur l'interconnectivité. À partir des générateurs de déplacement. Donc, on voulait voir dans l'ouest de la Montérégie quels sont les pôles de déplacement qui génèrent le plus de déplacements et comment est-ce qu'on s'assure de l'interconnectivité entre les MRC. Donc, faciliter un peu le trajet d'un citoyen qui se lève, qui veut aller soit à un hôpital ou à un centre de service scolaire ou ainsi de suite. Donc, on est là-dessus actuellement, puis on est dans la phase 2 de ce projet-là. Et ce projet-là, l'idée, c'est justement d'arriver avec des pistes de solutions concrètes par rapport à l'interconnectivité. On en a discuté un peu de l'hétérogénéité des différentes MRC, des programmes aussi qui existent. Tout ça, ça va être pris en compte dans cette étude-là, aussi la question du développement durable va être intégrée aussi. Puis j'imagine que l'étude va amener des recommandations pour c'est EXO dans votre coin, entre autres? Oui, il y a EXO, entre autres, qui s'en occupe. Mais on va aller plus loin que ça. C'est tous les acteurs qui contribuent au transport, dans le fond. Il y a des organismes communautaires, comme des centres d'action bénévole qui offrent aussi du transport, puis d'autres organisations qui offrent plein de transport. Et puis ça peut déboucher aussi sur la création d'autres projets de transport. Ça peut être des organismes d'économie sociale. On ne sait pas. Mais on n'écarte rien. On part sur la base que on peut aller sur ce qui existe, mais on peut aussi inventer d'autres choses qui pourraient répondre. Tout dépend des solutions qui vont émerger des discussions que nous avons actuellement en cours. Au niveau de la santé et sécurité alimentaire, on a décidé d'aller faire une étude sur le système alimentaire global de l'ouest de la Montérégie parce qu'on veut impliquer toutes les étapes, en fait, dans la chaîne, parce qu'on veut impliquer toutes les étapes dans la production de la chaîne. Donc, on veut toucher les agriculteurs, on veut toucher les épiceries, on veut toucher les dépanneurs, on veut toucher jusqu'à ce que ça arrive dans l'assiette du consommateur. Donc, on veut avoir une vision globale de tout ça et voir où se trouvent les nœuds et comment on peut les défaire, ces nœuds-là. Si on prend... Je t'arrête là-dessus juste pour te dire que dans un épisode du balado qui va être diffusé juste avant, donc avec Alexandra en Montérégie-JS, ils font aussi un portrait de la sécurité alimentaire dans la Montérégie-S. Fait que peut-être que vous pourrez faire une espèce de supra-analyse des deux analyses pour voir comment ça se passe en Montérégie, point. Absolument. C'est quelque chose qui n'est pas exclu dans le travail de concertation Horizon. C'est sûr qu'on a des territoires différents, mais quand on lance des études, on tente toujours à regarder pour l'ensemble de la Montérégie aussi. Ce qui m'amène à parler de l'étude sur le revenu minimum viable qu'on veut lancer, qui va être lancée bientôt. Là, c'est l'IRIS qui va s'en occuper. C'est une étude qu'on voulait que tout le territoire de la Montérégie en fait fasse partie, donc que ce soit l'Aglo ou l'Est de la Montérégie puisse participer à cette étude-là. Donc quand on a l'occasion d'avoir l'ensemble du territoire, on essaie. C'est pas toujours facile parce que les agendas sont pas les mêmes. Puis il y a des réalités très sous-régionales aussi. Là. Oui, mais on reste ouvert à ça et puis on espère qu'on va pouvoir avoir des études qui touchent l'ensemble du territoire de la Montérégie. C'est toujours pertinent de les avoir. Puis
En parlant de ça, on a une étude aussi qui est en cours sur les personnes, les besoins. On est en train de faire une enquête en fait sur les besoins des personnes à la croisée des inégalités sociales et économiques, parce qu'on s'est dit comment on peut réduire les inégalités sociales et économiques si on n'entend pas les personnes qui vivent ces inégalités sociales et économiques. Donc, on a décidé d'aller à leur rencontre. Il y a 100 podcasts là, 100 comment on appelle ça Interview comme? Ouais, interviews individuelles là, et 9 focus group qui ont été faits avec des personnes qu'on appelle des experts de vécu, donc qui nous permettent d'avoir leur point de vue par rapport à cette question-là. On a aussi une étude sur la mutualisation des services qui est en cours parce qu'on veut renforcer justement l'action collective et puis en même temps l'accessibilité des services. Donc avec la mutualisation, le projet de mutualisation, ça nous permet d'aller à ce niveau-là. On a aussi une étude très intéressante que nous avons lancée, qui est une étude qui nous permet de voir la complémentarité entre développement social et développement économique. Comment le développement social peut être un levier pour le développement économique, mais on veut aller plus loin que ça, on veut le matérialiser. Parce que théoriquement, on est capable de le dire, mais de façon matérielle, comment ça fonctionne sur le terrain et comment on peut l'interpréter dans le fond, et pour chacun des enjeux, quelle technique, quelle méthodologie faudrait mettre en place pour pouvoir le démontrer. C'est ça que nous sommes en train de faire comme étude, et puis on a bien hâte de présenter les résultats. Est-ce que vous dormez des fois ou... Je m'en dire, vous tournez pas les pouces, je m'en allais là moi aussi. Non, pas du tout, mais on a une formidable équipe qui travaille avec nous. On est, comme je vous disais tantôt, on est 4 dans l'équipe. Il y a moi-même qui suis à la direction générale. On a Roua Sadi qui est aux communications. On a Isabelle Lapointe qui est notre coordonnatrice à la mobilisation. On a Jennifer Quintero qui est la coordonnatrice à l'administration et à la logistique, parce que vous imaginez que pour organiser tout ça, ça prend beaucoup de logistique. Absolument. Puis on a des formidables collaborateurs comme Valérie Vivier qui est notre chargée de projet pour l'Alliance pour la solidarité, donc pour le déploiement du fonds. On a Jacinthe Dubien qui est une collaboratrice consultante mais qui est très proche de nous, qui donne un coup de main pour l'ensemble des activités que nous réalisons. Puis pour les autres projets dont je vous ai nommés, on fait affaire à des consultants, des firmes externes. Puis on a aussi fait en logement social et abordable un plan de marketing social et de communication pour les élections du 3 octobre là, qui vient de se terminer, parce qu'on voulait profiter du momentum pour inscrire cet enjeu-là dans l'agenda des différents partis politiques. Puis, il y a des activités post-électorales qui sont prévues aussi dans ce même plan de communication-là pour que l'enjeu du logement social devienne une priorité. Disparaisse pas après l'élection. Exact, disparaisse pas après l'élection. Et comme on a une communauté de pratique qui travaille là-dessus, avec l'étude que Alan Gaudreau avait faite, on a des fiches synthèses pour chacune des MRC. On a une tournée des MRC qui est enclenchée, qui va permettre aux acteurs d'identifier concrètement sur leur territoire les actions qu'ils aimeraient voir émerger pour répondre justement aux problématiques de logement social. Puis pour voir tous les développements de toutes ces études, ces projets, ces communautés de pratique et j'en passe, Réflexe DS, tout est là. Tout est là, sur Réflexe DS. Un seul lieu, toute l'information. C'est bien. C'est un slogan en plus. Oui, ça sonnait bien. Je sais pas si c'est déjà un slogan pour Réflexe DS, mais... je pense qu'on vient d'avoir peut-être une idée. Voilà. On a une bonne base. On a une bonne base, oui. Est-ce qu'il y a des éléments qui s'en viennent, mais en même temps, j'ai l'impression que juste ce que vous faites dans le quotidien, c'est déjà beaucoup, mais est-ce que, mettons, pas des annonces, mais tu sais qu'il y a des phases qui vont bientôt arriver, que tu peux nous donner un aperçu? Le plus gros qui s'en vient dans la prochaine année, c'est la stratégie sous-régionale en fait que nous allons dévoiler. Et on espère pouvoir la dévoiler en milieu d'année 2023. Ça va préciser pour chacune des communautés de pratique, donc pour chacune des thématiques dans le fond, la vision régionale, la stratégie régionale, et ensuite il y a le déploiement de cette stratégie-là dans chacun des territoires de MRC, qui va permettre la mise en place de plans locaux et supralocaux à ce niveau-là. Donc, on va avoir comme
un travail d'appropriation de tout ce qui a été fait au niveau sous-régional, au niveau supra-local et au niveau local, ce qui va faire émerger des plans au niveau local et supra-local. Puis, par après ça, on va avoir maintenant le déploiement des différents projets. Et donc, ça, c'est les 5 prochaines années, c'est ce qu'on prévoit faire. Puis, on travaille justement à une entente de développement sectoriel pour les 5 prochaines années avec l'ensemble des partenaires pour ce faire. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais partager avec nous? Je pense qu'on a couvert l'ensemble des choses. Sinon, je tiens quand même à remercier toutes les personnes, les acteurs qui sont quand même impliqués dans la démarche, parce que je suis conscient qu'on a mobilisé pas mal de monde en un court laps de temps et puis qu'on les a mis beaucoup de pression de façon positive, bien évidemment, parce qu'ils se sentent à l'aise de le faire. On a un conseil d'administration qui est quand même composé de 16 membres. Wow. Et oui, ces personnes-là proviennent il y a les directions générales des 5 MRC qui siègent aussi au conseil d'administration, même s'ils n'ont pas le droit de vote, mais ils sont là, ils sont assidus. On a les préfets et préfètes des 5 MRC aussi qui sont au conseil d'administration. On a un représentant de la DSP, un représentant de santé et services sociaux, un représentant de l'employabilité, un représentant du milieu communautaire qui est les CDC, puis on a un représentant du milieu scolaire, puis un représentant du milieu de l'éducation supérieure aussi qui siègent là. Ces personnes-là contribuent là, aux travaux. Et outre ça, il faut savoir que Concertation Horizon, ceux-là que je viens de nommer, contribuent financièrement aussi au fonctionnement de Concertation Horizon. Donc, ils donnent non seulement de leur temps, mais ils donnent aussi des ressources financières pour le faire. À la table des partenaires, il y a quand même 25 à 28 personnes qui se réunissent 5 à 6 fois par année pour discuter de tous ces enjeux-là. Et vous avez les communautés de pratique où vous avez une 60aine de personnes, ou 60 à 70 personnes qui se rencontrent une fois par mois. Wow. C'est beaucoup de monde. Multiplié par les 5. Là, ça fait bien du monde. Ça fait bien du monde qui sont impliqués. Donc, je tenais à profiter de l'occasion pour les remercier chaleureusement de leur contribution. Et puis, on a du plaisir à travailler avec eux. Tout à fait. Je les remercie aussi d'être autant mobilisés. Puis, je vais te féliciter, toi et toutes les fabuleuses personnes avec qui tu travailles à Concertation Horizon pour cet esprit de mobilisation-là qui anime ton organisme. Je pensais que j'en savais, puis plus tu en comptes, plus tu nous le comptes, puis je fais OK, c'est pas juste c'est pas aussi c'était déjà gros dans ma perspective, puis je prends l'ampleur du travail qu'il y a derrière ça, puis des gens qui sont derrière ça, puis de la volonté de toutes ces personnes-là d'améliorer la condition de vie des gens. Puis c'est formidable. Bravo à vous tous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est un domaine très intéressant. Moi, je dis toujours que travailler dans le développement social, c'est travailler au bien-être des personnes. Donc, on renforce leur capacité d'être et leur capacité d'agir, mais ils ne le savent pas. Monsieur et madame tout le monde qui marchent dans la rue, ils ne sont pas au courant de notre existence et c'est tant mieux comme ça parce que notre travail, c'est travailler dans l'ombre, mais on peut voir nos réalisations chaque jour au quotidien dans la ville, dans les infrastructures qui sont là, dans les services qui sont donnés et ça fait le plus grand bien. Merci Fimba, merci de t'être déplacé, c'est très inspirant comme structure puis ça nous inspire pour la suite. Absolument, merci beaucoup Fimba. Merci à vous de l'invitation.